Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette toute première vidéo dans laquelle je vais vous parler de la musique, de son histoire à travers le monde, à travers le temps, à travers les époques et des effets qu'elle a sur nous, les humains. Bon, dans un premier temps et avant de rentrer plus en profondeur dans ce qu'est la musique, je pense qu'il est important d'essayer de la définir de la manière la plus objective possible. Alors si l'on prend la définition du Larousse, la musique se définit comme étant un art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire de sons. Cette définition met le doigt sur quelque chose d'extrêmement intéressant. On y comprend assez facilement finalement que la musique se veut être un exutoire. Elle permet d'exprimer la sensibilité. La musique semble donc être une véritable expérience sensitive, car l'on exprime sa sensibilité à travers des phénomènes qui sont sensibles. Ici, en l'occurrence, le son. Et on le visualise tout simplement plutôt bien, je trouve. Si la musique joue sur la sensibilité de celui qui la compose, elle joue aussi sur la sensibilité de celui qui l'écoute. Et ça, nous sommes tous en capacité de le prouver. Il nous est tous arrivé de ressentir une émotion forte en écoutant de la musique. Après une rupture, la musique triste nous accompagne. Pour se motiver à faire du sport, la musique entraînante nous aide. Pour faire la fête, la musique est aussi de la partie. Mais alors pourquoi sommes-nous tous accros à la musique? Comment expliquer le déclenchement des pleurs à la simple écoute d'une musique triste? Ces questions trouvent réponse dans l'étude des phénomènes physiologiques. Si l'on remonte à notre petite enfance, en fin de compte, la musique était déjà vachement présente. Avant même que l'on puisse communiquer par le biais de la parole, il n'était pas rare que pour nous rassurer, nos parents nous chantaient des berceuses. On comprend donc qu'avant même que l'on puisse s'exprimer, la musique le faisait déjà à notre place. Mais il semble aussi important de préciser que la pratique de la musique a un réel impact sur le fonctionnement et le développement de notre cerveau. Attention, ici je vais aborder 2-3 notions un peu scientifiques et surtout très barbares, mais en réalité, c'est pas si compliqué. Si j'ai compris, vous allez comprendre. La pratique de la musique a une incidence sur l'épaisseur corticale et sur la connectivité structurelle du cerveau. Bon ok, j'avoue, c'est pas hyper clair dit comme ça, mais en gros pour simplifier à l'extrême, le cortex joue un rôle indispensable, d'une part dans les fonctions nerveuses de base, la motricité, la sensibilité, la sensorialité, et d'autre part dans les fonctions supérieures, le langage et la mémoire. La pratique musicale, elle améliore donc les compétences cérébrales et la communication entre les différentes parties du cerveau. De plus, la musique peut intervenir dans le traitement de certaines maladies du cerveau. Je fais notamment ici référence à Alzheimer ou encore Parkinson. L'écoute de la musique chez les patients malades peut permettre une réelle amélioration. Le patient atteint de la maladie de Parkinson pourra, en écoutant de la musique rythmée, réussir à resynchroniser ses gestes afin qu'il puisse retrouver certaines de ses fonctions motrices. Mais la musique agit aussi sur notre circuit de récompense. En effet, lorsqu'on écoute de la musique, le cerveau nous récompense en nous déchargeant des petites doses de dopamine qui contribue à notre plaisir. C'est donc d'une évidence frappante que l'on peut affirmer que la musique a un réel impact sur notre cerveau et que c'est d'une importance primordiale. Alors c'est bien beau toutes ces informations scientifiques plutôt barbares, mais qu'est-ce qu'elles représentent concrètement? Eh bien c'est assez simple. Si l'on prend l'exemple vu plus tôt, à propos des berceuses, vous savez quand on est enfant, ici la musique remplace la parole. Pourquoi? Tout simplement car à l'âge où nous écoutions ces berceuses, nous n'étions pas en capacité d'exprimer quoi que ce soit. Peut-être à la limite par le biais de pleurs, mais ce n'était rien de concret. Et ici, la berceuse, autrement dit la musique, prenait la place de la parole, et nous étions alors complètement soulagés. La musique avait donc la capacité de nous soulager avant même que nous puissions parler. Si l'on revient aussi sur l'exemple de la pratique musicale, ici je vais parler aux musiciens mais les autres restez parce que vous êtes quand même concernés, la pratique de la musique elle nous offre une dextérité plus importante que la moyenne. La pratique musicale elle modifie donc notre cerveau sur le long terme et par la suite des modifications concrètes sont présentes dans notre quotidien. Et pour terminer, dans le cas des patients atteints des maladies du cerveau, la musique joue aussi un rôle dans la guérison, du moins dans l'obtention de certains résultats positifs vers l'amélioration. Voilà, j'ai voulu mettre en relation le cerveau et les phénomènes qui s'y passent lorsqu'on écoute de la musique, et tout ça pour mieux comprendre les propos qui vont suivre. Mais je pense que vous avez déjà pu comprendre qu'ici, l'homme et la musique étaient deux mots qui rimaient ensemble. Les liens et les relations qu'entretiennent ces deux notions sont si forts et si concrets qu'il paraît difficile de nier l'importance de la musique au sein de l'humanité. La musique, c'est ce lien particulier, de soi à soi ou de soi aux autres. C'est ce moment d'euphorie ou ce moment de tristesse profonde. C'est ce simple signal sonore qui, lorsqu'il nous parvient, nous communique tant de choses que nous n'en sommes rarement indifférents. Alors,
Il est vrai qu'après avoir dépeint une vision tellement positive de la musique, je me dois de vous confirmer que ce que j'essaye de vous dire est vrai. Et donc par conséquent, je me dois d'illustrer tous mes propos. C'est pourquoi nous allons essayer de nous replonger dans l'histoire de manière un peu chronologique, et on va essayer de comprendre le déroulé de la musique, depuis quand est-ce qu'elle est là, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment elle a été vraiment importante, comment elle s'est développée, et tout ça, c'est vraiment maintenant là. C'est franchement là, maintenant. Alors comme promis, nous allons nous lancer plus loin, bien plus loin. Nous allons faire plusieurs pas en arrière pour nous retrouver dans le Paléolithique supérieur. Et oui, nos amis du Paléolithique supérieur jouaient déjà de la musique. Des fragments d'instruments de musique qui dataient de 35 000 ans ont été retrouvés dans la grotte de Hollesfels en Allemagne. J'espère que je le prononce bien. La musique a été analysée comme étant une pratique qui rassemblait les hommes préhistoriques. Certaines fresques ont montré des hommes en train de danser par exemple. Les historiens ont décrété que la musique semblait occuper une place vraiment très importante dans la vie des hommes préhistoriques. Mais étant donné qu'on parle ici d'une époque qui est plutôt ancienne, ces déductions ont pu être effectuées uniquement à partir de preuves indirectes. Ici en l'occurrence les fresques dansantes. Donc les historiens ont découvert ces fresques dansantes avec des caractères des personnages, des hommes préhistoriques en train de danser, et évidemment, il n'y était pas pour confirmer qu'il y avait de la musique pour accompagner ces danses-là, mais aujourd'hui les historiens pensent sincèrement que la musique était vraiment au cœur, mais évidemment la musique tu ne peux pas la peindre sur un mur. La présence de la musique à la préhistoire peut être prouvée, notamment par le biais de cette flûte qui a été retrouvée dans cette fameuse grotte en Allemagne, mais on ne peut pas évidemment prouver que c'était quelque chose d'extrêmement démocratisé, mais on a quand même beaucoup de choses qui peuvent nous pousser à penser ça. On comprend bien par la découverte de cet instrument-là que la pratique de la musique est une pratique vieille comme le monde. La musique au Paléolithique supérieur était présente, nous avons pu le voir. Alors pourquoi est-ce qu'elle disparaîtrait au Moyen-Âge? En effet, la musique devient un véritable outil. On s'en sert pour divertir, mais l'on s'en sert aussi pour faire souffrir. Car oui, regardez, nous allons nous plonger dans une petite expérience, je vais vous solliciter, essayez de rentrer dans le jeu. Imaginez, vous êtes un seigneur. Bon, jusqu'à là c'est plutôt cool. Vous êtes donc un seigneur français du Moyen-Âge. Aujourd'hui est un beau jour ensoleillé. Votre journée se passe merveilleusement bien, vous vous amusez, vous parlez avec les gens, vous marchez, vous déambulez. Vous êtes un seigneur finalement en fait, personne ne peut vous dire quoi que ce soit. Quand petit à petit, le soleil vient à se coucher et la nuit approche. Alors, quand la nuit approche, eh bien vous commencez tout simplement à vous diriger vers la salle du banquet. Vous voulez aller manger, festoyer avec vos amis. Oui, j'ai vraiment dit festoyer. Et pour vous aider à festoyer, vous faites appel à quoi? Ou plutôt, vous faites appel à qui? Vous faites appel à votre ami troubadour, à peut-être plusieurs de vos amis troubadours, afin de divertir les gens, passer une bonne soirée en musique. Bon, en vrai, cette expérience, elle était un peu claquée, je me suis rendu compte, mais ça sera gardé au montage, parce que j'ai envie. Mais elle vous a peut-être permis de vous rendre compte que même à l'époque, c'est-à-dire à l'époque du Moyen-Âge, la musique était déjà présente et on faisait déjà appel à des musiciens, qu'on n'appelait pas musiciens, qu'on appelait troubadours. Mais bon, ça c'est une histoire de terme, on s'en fout. Les troubadours avaient un statut particulier, ils étaient poètes, compositeurs et interprètes. La plupart du temps, ils écrivaient des poèmes et composaient de la musique pour accompagner leurs poèmes. Au début du XIe siècle en Occitanie, les troubadours étaient impliqués dans la vie politique, sociale, économique du royaume dans lequel ils se trouvaient. On comprend ici que leur statut de troubadour leur donnait un véritable crédit et leur permettait d'être complètement intégrés à la vie du royaume. À présent, l'on situait la place que la musique avait à l'époque de nos ancêtres, aussi lointain soit-il. La musique permettait de lier, mais elle permettait aussi de diviser. Avant d'aller plus loin dans mon explication, il faut redéfinir quelques bases musicales. Nous allons ici parler du triton. Le triton est un intervalle. Un intervalle, c'est la distance qui sépare deux notes. Afin de mesurer l'intervalle de deux notes, nous pouvons utiliser une unité de mesure en ton et en demi-ton. Le triton est donc un intervalle précis. C'est une distance particulière entre deux notes. Et comme ici, triton, c'est dans le titre, on comprend donc que le triton est un intervalle de 3 tons. Tout simplement. Après la théorie, il faut absolument écouter ce que donne un triton, vous allez voir, c'est particulièrement désagréable. Ce triton, en fait, il a été utilisé de nombreuses fois. Ce triton fut utilisé dans la composition de nombreux chants pendant le Haut Moyen-Âge. Et en fait, il fut très vite abandonné parce qu'il était jugé insupportable pour les oreilles. Au-delà d'avoir été abandonné, il a même été prohibé, car il a malheureusement souffert d'une rumeur terrible. La rumeur disait que les musiciens qui utilisaient ce fameux triton avaient la capacité
d'invoquer le diable. Alors oui, évidemment, c'est dans le jus des théories moyenâgeuses, c'est toujours ça, le diable a toujours un rapport avec ça, le diable vient toujours mettre son nez dans ces histoires-là, mais en tout cas les musiciens qui utilisaient ce fameux triton pouvaient être sincèrement punis et poursuivis. Alors maintenant, c'est compliqué de dire que la musique n'est pas un phénomène social, en plus d'être un phénomène psychologique. Ok, c'est bien beau, mais la musique c'est que ça? Eh bien, j'ai bien peur que la musique soit encore plus que ça. La musique, elle divise. Mais elle rassemble aussi. En fin de compte, elle n'est pas qu'un phénomène social, elle n'est pas qu'un phénomène psychologique, elle est aussi un phénomène géopolitique. Prenons l'exemple de Bob Marley et de son concert, le One Love Peace Concert. La guerre civile fait rage en Jamaïque. Deux partis politiques sont en conflit et plongent le pays dans la terreur. Bob Marley décide donc de faire un concert le 22 avril 1978 au stade de Kingston afin de fédérer les gens. Certaines personnes ont intenté de le tuer afin qu'il ne puisse pas réaliser cet événement, mais il y est quand même parvenu. Ce 22 avril est historique, mais c'est surtout une grande fierté pour Bob, car il est parvenu à faire se serrer la main les deux opposants politiques devant une foule en folie. Le pouvoir de la musique se dévoile ici dans toute sa splendeur. Un événement musical est parvenu à apaiser des tensions politiques qui dataient de plusieurs années déjà. C'est beau, bravo Bob. Bon après tu vas avoir du mal à recevoir l'info, mais c'est pas grave. L'on pourrait aussi parler des soldats sur le front durant la Première Guerre qui, le soir de Noël, ont cessé le combat pour se retrouver dans le No Man's Land, pour danser, chanter, manger ensemble. L'aspect de fête véhiculé par la musique montre donc, encore une fois, que ce phénomène rappelle aux gens qui ils sont et permet de véritablement apaiser des tensions. On retiendra que globalement, les soldats avaient surtout vraiment bien envie de se murger la gueule. Alors voilà, il est clair que la musique ne laisse rarement indifférent. Vous n'auriez jamais cliqué sur cette vidéo si ce n'était pas le cas. J'ai trouvé très intéressant de parler de toutes ces choses-là, car finalement la musique est omniprésente. Elle nous influence constamment et nous a influencés dans le passé. On se rend compte que la musique nous suit constamment, partout, tout le temps. Elle nous soutient, nous porte, mais surtout, elle nous parle.